Imaginez un instant que vous n'avez que 13 ans, sorcier. Vous êtes couverte de soie et d'or entourée des hommes les plus puissants de l'Empire ottoman. Autour de vous, la musique joue, les lampes illuminent les salles, et tous célèbrent votre mariage avec des sourires. Mais au fond de vous, vous tremblez. Vous ne tremblez pas parce que vous connaissez à peine votre mari, que vous n'avez vu qu'une seule fois, ni parce que vous devez abandonner pour toujours votre famille, que vous reverrez rarement. Vous tremblez parce que vous savez que dans quelques heures, lorsque les portes se fermeront et que la foule se dispersera, vous serez seul avec un homme 3 fois plus âgé que vous, dans une chambre où votre destin sera scellé entre des draps de soie. Être une princesse ottomane ne signifiait pas vivre un conte de fées, mais affronter une nuit de noces qui n'était ni un acte intime ni romantique, mais un examen cruel. Cette première nuit ne se résumait pas seulement à perdre sa virginité. Elle signifiait prouver sa valeur en tant que monnaie politique, préserver l'honneur de sa famille et se soumettre à un système qui utilisait son corps comme un outil de pouvoir impérial. Ce qu'on attendait de vous n'était pas l'amour, mais une obéissance parfaite du sang, comme preuve, et la promesse d'héritier. Ce qui était le plus troublant, c'est que ces jeunes filles, transformées en épouses bien trop tôt, comprenaient parfaitement ce qui était en jeu. Chaque regard des courtisans, chaque bijou offert en dot, chaque mot chuchoté lors des cérémonies était un rappel que leur vie ne leur appartenait pas. Elles n'étaient pas des filles aimées, mais des traités vivants. Elles n'étaient pas des jeunes innocentes, mais des pièces stratégiques dans l'échiquier de l'Empire. L'Empire ottoman, à son apogée, contrôlait 3 continents et dominait les routes des épices, mais il gérait également l'une des industries matrimoniales les plus sophistiquées de l'histoire. Dans cet univers, les princesses étaient au centre des alliances des promesses de paix ou de guerre, des instruments de loyauté et de soumission. Et ce qui était le plus inquiétant, elles le savaient depuis leur enfance. Chaque leçon de poésie, chaque accord musical appris, chaque geste raffiné à table n'était pas un plaisir personnel, mais un entraînement pour séduire des diplomates, plaire à des maris et renforcer des traités. Aujourd'hui, nous allons révéler une vérité qui brise l'image dorée des contes royaux. Derrière les murs brillants des palais et des harems se cachait un mécanisme qui transformait la peur en obéissance, l'innocence en stratégie et les mariages en affaires. Nous allons découvrir pourquoi les princesses les plus privilégiées de l'un des empires les plus puissants du monde redoutaient avec terreur l'arrivée de leur première nuit de mariage, et comment cette expérience a marqué non seulement leur vie, mais aussi le destin de tout un empire. Pour comprendre le véritable poids qui reposait sur les épaules d'une princesse ottomane, nous devons abandonner l'idée qu'elles n'étaient que des filles de privilégiés entourées de luxe. En réalité, elles étaient des armes politiques à visage humain, des pièces d'un échiquier impérial où chaque mouvement pouvait signifier la survie ou l'effondrement d'alliances entières. Dès leur naissance, elles n'étaient pas considérées comme des filles, mais comme de futurs traités des promesses d'union avec de puissants généraux des gouverneurs provinciaux ou des familles influentes dont la loyauté pouvait déterminer la stabilité du trône. Lorsqu'un sultan avait une fille, il ne célébrait pas seulement l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Ce qui naissait véritablement était une carte de négociation, un lien diplomatique qui pouvait être utilisé au moment précis pour garantir la paix ou étouffer des rébellions. Cette vision pragmatique transformait les princesses en ressources aussi précieuses que des armées ou des trésors. Elles étaient littéralement de la chair politique. La préparation de ces jeunes filles pour le destin qui les attendait était méticuleuse et aux yeux modernes cruellement calculée. Leur éducation ne visait pas le développement de talents personnels, mais le perfectionnement de compétences utiles pour la cour et la diplomatie. Elles apprenaient des langues étrangères parce qu'une princesse polyglotte impressionnait les ambassadeurs
et faciliter les alliances internationales. On leur enseignait la poésie et la philosophie non pour nourrir leur esprit, mais parce qu'une épouse cultivée pouvait flatter un allié et par conséquent le rendre plus loyal. Même la musique qu'elle pratiquait et les danses qu'elle mémorisait n'étaient pas pour leur plaisir, mais pour divertir des maris représentant des intérêts politiques vitaux. Mais ce qui était le plus troublant dans le système ottoman, c'était le paradoxe qu'il imposait à ces princesses. Contrairement aux jeunes nobles européennes qui, une fois mariées, passaient automatiquement sous l'autorité de leur mari, les princesses ottomanes conservaient un statut supérieur. En tant que filles directes du sultan, elles avaient un rang plus élevé que leurs époux. Même si ceux-ci étaient baumés de puissants commandants ou gouverneurs, elles pouvaient contrôler leur propre maison, gérer des ressources et, en théorie, refuser l'intimité physique indéfiniment. À première vue, cela pouvait sembler un privilège extraordinaire, une forme d'émancipation en avance sur son temps, mais en réalité, c'était une arme à double tranchant. Ce pouvoir, loin de les libérer, les accablait d'une pression insupportable. La question n'était pas de savoir si elles seraient obéissantes, mais comment elles utiliseraient cette autorité pour maintenir l'équilibre délicat entre leur propre statut et l'ego de leur mari. Une erreur de calcul pouvait transformer un allié en ennemi mortel. Chaque geste, chaque mot, chaque décision était minutieusement évalué non seulement au sein du foyer, mais dans tout le palais. Lors de leur première nuit de mariage, la différence avec les princesses européennes était brutale. Alors que dans l'Occident, l'attente était simple, consommer l'union et engendrer des héritiers, dans l'Empire ottoman, la jeune épouse devait démontrer une astuce politique, une capacité de négociation et une maîtrise émotionnelle. Elle devait savoir jusqu'où céder et quand s'imposer. Elle devait feindre la soumission sans perdre son autorité. Elle devait plaire sans cesser de commander. C'était une danse du pouvoir si délicate que même des femmes adultes auraient eu du mal à la soutenir. Mais là, il s'agissait de jeunes filles, à peine adolescentes, auxquelles on exigeait la maturité de stratège. Ce jeu d'apparence atteignait son apogée lors des noces impériales. Ces cérémonies n'étaient pas de simples fêtes familiales, mais de véritables démonstrations de richesse et de suprématie politique qui pouvaient durer des semaines entières. Chaque détail avait un but des défilés, exhibant la dot de la princesse au banquet, proclamant la grandeur du sultan. Pour la jeune fille, devenant épouse, chaque salle, remplie de tapis tissés à la main, chaque bijou exhibé, chaque robe brodée, pendant des mois par des dizaines d'artisans, était un rappel que sa valeur personnelle était mesurée en fonction de ce qu'elle représentait pour l'Empire. Et pourtant, la pièce la plus précieuse de toute cette dot n'était ni en or ni en soie, c'était sa virginité. Cette condition fragile et profondément intime devenait le plus grand trésor, la base sur laquelle reposait toute l'alliance politique. De celle-ci dépendait non seulement son honneur, mais aussi la stabilité de sa famille et la crédibilité de la cour ottomane. Ainsi, ces princesses grandissaient avec la conscience que leur corps était un champ de bataille politique et que leur destin serait décidé lors de cette première nuit qu'elles redoutaient tant. Si les princesses ottomanes étaient sans considérées comme des armes politiques, leur virginité était vue comme la poudre qui les rendait utiles. Aucun symbole n'était plus puissant ni plus fragile dans tout l'Empire. Dès l'annonce des fiançailles, la préparation du mariage tournait de manière obsessionnelle autour de cet aspect, jusqu'à en faire l'axe absolu du destin de la jeune fille. Les cérémonies de matrimonial étaient donc des spectacles éblouissants visant à impressionner à la fois les invités locaux et les émissaires étrangers. Il ne s'agissait pas seulement de festivités, mais de démonstrations de suprématie impériale. Pendant des jours, voire des semaines, on exhibait la dot de la princesse comme s'il s'agissait d'un catalogue de richesses infinies. Des tapis, tissés avec patience,
valant plus que ce qu'un paysan verrait dans toute sa vie. Des coffres remplis de pierres précieuses capables de financer des campagnes militaires. Des vêtements brodés de fils d'or confectionnés par des artisans passant des mois sur une seule pièce. Chaque objet était un rappel que la princesse représentait non pas une famille, mais un empire entier. Mais au milieu de cette ostentation, il y avait un silence brutal. Le bien le plus important ne se trouvait pas dans les salles remplies de trésors, mais dans le corps de la jeune fille. La virginité était présentée comme le trésor le plus précieux, celui qui définissait la valeur économique et politique de l'alliance. On présumait qu'une princesse intacte garantissait la pureté, l'honneur et surtout la légitimité. Plus la dot était importante, plus grande devait être la certitude que cette virginité était intacte. La conséquence de cette logique était dévastatrice. Les jeunes filles grandissaient avec la conscience que toute leur vie, toute leur éducation, tout le poids de l'empire se concentrait sur cette première expérience intime. Elles savaient que le moment venu, elles seraient jugées, non pas sur leur connaissance ni sur leur intelligence, mais sur un détail biologique, transformé en document politique. Ce qui était le plus effrayant, c'est que nombre de ces unions étaient ensuite conclues, alors que les princesses n'étaient que des enfants. Des fillettes de 5, 6 ou 7 ans pouvaient être mariées à des hommes 3 ou 4 fois plus âgés qu'elles. La consommation, en théorie, était reportée jusqu'à ce que l'épouse atteigne la puberté, mais cette attente devenait une condamnation psychologique. La fillette savait exactement ce qui l'attendait. Elle savait que son corps serait examiné. Elle savait que toute la cour attendait ce moment comme une transaction économique en suspens. Le cas de Fatma Sultan fille d'Ahmed, le 3e, illustre cruellement cette réalité. À seulement 5 ans, elle fut fiancée à un commandant militaire de 42 ans. Vêtue de robes qu'elle ne comprenait pas, elle participa à une cérémonie qui scellait un contrat qu'elle ne pouvait imaginer. Pendant 7 ans, la consommation fut retardée, non par compassion, mais parce qu'elle était trop jeune pour survivre à une grossesse. Mais cette attente ne signifiait pas la liberté. C'était un état d'anticipation constante, une enfance vécue sous l'ombre de l'inévitable. Fatma grandit en observant d'autres jeunes filles du palais devenir des femmes, sachant qu'un jour, ce serait son tour avec la peur installée dans chaque recoin de son esprit enfantin. Et lorsque son premier mari mourut au combat, loin de se libérer, elle fut immédiatement donnée à un autre homme plus âgé proche, en âge de son propre père. Cette fois, à 13 ans, il n'y avait plus d'excuses. Elle devait consommer immédiatement. Ainsi, la jeune fille comprit que sa vie ne lui appartenait pas, que son corps était un contrat vivant, et que sa virginité, cette condition si intime, était traitée comme une marchandise sur le marché de la politique. Ce qui était le plus troublant, c'est que toutes le savaient depuis leur plus jeune âge. Il n'y avait pas d'innocence car la peur et l'attente rongeaient chaque jour de leur enfance. Elles grandissaient en comprenant que leur valeur ne résidait pas dans ce qu'elles étaient, mais dans ce qu'elles n'avaient pas encore fait. La virginité devenait un fardeau qu'elles ne pouvaient ni partager, ni avec leur mère, ni avec leur sœur, car toutes étaient prenées prisonnières de la même chaîne de silence. Dans ce contexte, les mariages n'étaient pas des célébrations d'amour ou d'espoir. C'étaient pour des transactions soigneusement calculées, dans lesquelles une jeune fille devenait une pièce d'échange, et sa première nuit, le moment décisif qui définissait non seulement son destin, mais la stabilité de tout un empire. Les noces d'une princesse ottomane ne culminaient pas avec les banquets ou les défilés de trésors. Le véritable dénouement arrivait la nuit lorsque les portes des salles se fermaient et que la foule se retirait. Là commençait la partie la plus redoutée, la consommation. Aux yeux de la cour et de l'Empire, cette nuit n'était pas un acte privé entre deux personnes, mais une cérémonie publique, enveloppée dans l'illusion de l'intimité. Les chambres destinées à cet effet n'étaient pas de simples pièces. C'étaient donc des chambres spéciales, préparées dans le harem béni par des autorités religieuses et ornées de symboles de fertilité.
Les tapis et les coussins n'étaient pas de simples luxe. Ils étaient des rappels du poids dynastique qui reposait sur le couple. Chaque bougie allumée, chaque parfum versé sur les draps parlait du devoir de perpétuer la lignée impériale. Pour la jeune fille qui franchissait le seuil, ces décorations étaient comme des barreaux invisibles d'une prison où son avenir était en jeu. Il n'y avait pas de véritable intimité. À l'extérieur de la chambre des gardes et des serviteurs, restaient attentifs, attendant d'entendre les sons confirmant que l'union avait été consommée. Le silence était insupportable. La princesse savait que bien que personne ne soit physiquement présent, une armée entière attendait à l'extérieur, jugeant sa capacité à accomplir son devoir. L'échec n'était pas une option, il ne s'agissait pas seulement d'une déshonneur personnelle. Un mariage non consommé pouvait être interprété comme une offense politique, une erreur menaçant de rompre des alliances, de provoquer de la méfiance et de déclencher des représailles. Le paradoxe pour les princesses ottomanes était que, en théorie, elles avaient un pouvoir unique. Elles pouvaient, quand refuser, retarder la consommation négociée, voire rejeter physiquement leur mari. Mais cette capacité était une arme à double tranchant. Chaque refus était une déclaration politique qui pouvait blesser l'orgueil du mari, remettre en question l'autorité du sultan ou ouvrir des fissures dans le réseau d'alliances. Ainsi, ce qui semblait être un avantage devenait un autre fardeau insupportable. L'aube ne ramenait pas le repos, mais un nouveau tourment. Le matin suivant la première nuit se transformait en un rituel aussi humiliant que cruel. Il fallait présenter des preuves de physique que l'union avait eu lieu. Les draps tachés de sang étaient exhibés devant les fonctionnaires du palais, les autorités religieuses et même les diplomates étrangers qui surveillaient la validité de l'alliance. Ce qui aurait dû être intime et secret devenait un spectacle bureaucratique. Le corps de la princesse, réduit à une preuve, était documenté comme s'il faisait partie d'un contrat légal. Si les taches n'apparaissaient pas, commençait le véritable cauchemar. L'absence de sang était interprétée comme un signe que la princesse n'était pas vierge. Cela équivalait à une trahison politique. Peu importaient les raisons médicales ou les variations naturelles du corps féminin. Un hymen qui ne saignait pas pouvait détruire des alliances qui avaient coûté des années de négociations. La jeune fille était accusée de tromperie, de déshonorer sa famille, de mettre l'Empire en danger. Les conséquences pouvaient être dévastatrices, allant du rejet public à la disparition forcée de la jeune fille, effacée des registres officiels pour éviter le scandale. La peur de ce dénouement créait un répertoire sinistre de stratégies. Les conseillères du harem des femmes qui avaient elles-mêmes traversé cet enfer enseignaient aux jeunes filles des techniques pour produire des preuves convaincantes. Certaines recevaient des substances augmentant le saignement. D'autres étaient instruites à cacher de petites poches de sang animal sous leurs vêtements. Les plus désespérées en venaient à dissimuler des objets tranchants avec lesquels provoquer des coupures pendant l'acte, se mutilant pour ne pas faillir à leurs devoirs politiques. Imaginez des adolescentes pratiquant ces techniques guidées par des mains qui un jour avaient elles aussi été des jeunes filles terrifiées. Cela montre à quel point le système avait transformé l'intimité en un théâtre macabre. Le mariage alors n'était pas une promesse de compagnie, mais une épreuve du feu, où la valeur d'une vie entière dépendait d'un morceau de tissu taché. Et le pire, tout le monde le savait. La princesse, le mari, les serviteurs, les diplomates. Personne n'ignorait que cette nuit était un examen public déguisé en rituel privé. La douleur physique se mêlait à l'humiliation émotionnelle, et le lit nuptial devenait le décor d'une tragédie qui transcendait le personnel pour devenir une affaire d'État. Ainsi, la consommation matrimoniale dans l'Empire ottoman n'était jamais un acte d'amour, mais un jugement politique. Un jugement dans lequel les princesses étaient condamnées d'avance, prises entre la peur d'échouer et la certitude que leur corps ne leur appartenait pas. Dans ces chambres parfumées, sous la lumière des bougies, on n'écrivait pas des contes de fées,
mais des pactes de sang qui décideraient du destin d'empires entiers. La religion qui en théorie devait offrir protection et réconfort devenait un autre outil de contrôle sur les princesses ottomanes. La loi islamique reconnaissait le droit d'une femme à donner ou refuser son consentement, mais dans le contexte politique de l'Empire, ces garanties étaient gaument déformées jusqu'à devenir un poids supplémentaire. Une princesse pouvait refuser la consommation du mariage en invoquant des motifs religieux, mais cela impliquait quelque chose de plus dangereux, déclarer publiquement que son mari était indigne au risque d'insulter des familles influentes ou de déclencher des tensions diplomatiques. Le palais avait créé un système complexe d'excuses pour équilibrer religion et politique. Les princesses pouvaient retarder indéfiniment l'intimité si elles présentaient des raisons acceptables, une dévotion extrême, une fragilité physique, une angoisse émotionnelle. Mais chaque argument devait être calibré avec une précision chirurgicale. Un excès de ferveur pouvait être interprété comme une critique du mariage arrangé. Une supposée fragilité physique pouvait susciter des soupçons d'infertilité. Une mention de tristesse pouvait être considérée comme un signe d'instabilité mentale. Ainsi, chaque mot prononcé pour se protéger pouvait se retourner contre elle, les enfermant dans un labyrinthe sans issue. À cette charge s'ajoutait la surveillance implacable du harem. Après le mariage, la princesse acquérait son propre espace au sein de la cour, un foyer où en théorie même son mari devait demander la permission d'entrer. Cela semblait être un privilège, mais en réalité, c'était un autre scénario de contrôle. Dans ces chambres, chaque geste et chaque conversation étaient observés par des servantes qui répondaient directement aux officiels du palais. Ce n'étaient pas de simples assistantes, mais des informatrices qui enregistraient les progrès du mariage, la compatibilité du couple et surtout tout signe de grossesse. Le corps de la princesse devenait une affaire publique. Ses menstruations étaient surveillées avec attention, ses humeurs notées, son appétit mesuré comme un signe de possibles variations hormonales. L'intimité se réduisait à un dossier médico-politique partagé avec des fonctionnaires et des conseillers. La vie privée même pour les femmes les plus puissantes de l'Empire devenait un luxe inexistant. La pression pour concevoir un fils était immense. Une princesse qui ne tombait pas enceinte rapidement commençait à être vue comme un problème. La légitimité de son mariage était remise en question, et avec elle, l'alliance qu'elle représentait. Mois après mois, ces menstruations n'étaient pas un processus naturel, mais une sentence publique d'échec. Chaque cycle signifiait une déception, chaque retard éveillait des rumeurs, chaque symptôme physique devenait motif de spéculation. Les médecins du palais, avec des connaissances limitées et des croyances rudimentaires, étaient constamment appelés à intervenir. Ils recommandaient contre des régimes restrictifs des potions à base de plantes et des procédures douloureuses qui souvent affaiblissaient plus qu'elles n'aidaient. Dans les cas extrêmes, ils pratiquaient des chirurgies primitives qui laissaient des cicatrices physiques et émotionnelles impossibles à effacer. Et lorsque des fausses couches ou des naissances ratées survenaient, la faute retombait toujours sur la princesse. La douleur physique se multipliait avec la honte publique, comme si perdre un enfant était une preuve d'incompétence ou de manque de foi. La vie quotidienne dans le harem se transformait ainsi en un théâtre de surveillance permanente. Les princesses savaient qu'elles ne pouvaient exprimer leur frustration envers leur mari, se plaindre du traitement reçu, ou montrer des doutes sur leur destin, car chaque mot pouvait être rapporté et utilisé contre elles. Leurs servantes apparemment loyales étaient aussi des espionnes qui mesuraient leur obéissance et leur disposition. Elles devaient entourées de luxe, oui, mais dans une prison invisible où le regard de l'Empire ne s'éloignait jamais d'elles. Et au milieu de ce réseau de pression, la seule chose qui pouvait leur garantir une certaine stabilité était aussi ce qui les détruisait, la grossesse.
Concevoir un fils signifiait assurer leur position, consolider l'alliance, faire taire les soupçons, mais cela impliquait aussi risquer leur vie dans un accouchement dangereux, à une époque où la mortalité maternelle était extrêmement élevée. Ainsi, ce qui aurait dû être un moment d'espoir devenait une autre condamnation, donner naissance à un héritier à tout prix, même au détriment de leur propre existence. Dans l'Empire ottoman, la religion, la surveillance et la fertilité formaient un triangle asphyxiant qui emprisonnait les princesses dans une routine de peur constante. Chaque prière pouvait être interprétée comme un défi, chaque geste observé comme une trahison, chaque menstruation comme un échec. Ce qui semblait être un palais resplendissant était en réalité un décor de torture psychologique où la foi, le corps et l'intimité étaient réduits à des instruments de pouvoir. Dans un système aussi implacable, la seule façon de survivre était d'apprendre à jouer avec les mêmes règles qui les opprimaient. Certaines princesses ottomanes développèrent des compétences que nous qualifierions aujourd'hui de manipulation psychologique, mais qui à l'époque n'étaient que des stratégies de survie. Elles apprirent à sourire lorsqu'elles voulaient pleurer, à se montrer reconnaissantes lorsqu'elles étaient humiliées, à projeter l'obéissance tout en traçant en silence des plans pour conserver un minimum de contrôle. Le paradoxe le plus cruel était que ces jeunes filles, à peine adolescentes, devaient devenir des maîtresses de la tromperie. Elles savaient donc que la sincérité pouvait les détruire. Exprimer la douleur, la peur ou la rébellion équivalait à signer leur sentence d'isolement ou de mort. C'est pourquoi elles cultivaient un talent extraordinaire, feindre. Feindre le plaisir lors de la nuit de noces pour ne pas être accusées de froideur. Feindre une dévotion religieuse pour éviter les soupçons de rébellion. Feindre la soumission pour gagner du temps. Chaque geste était un calcul, chaque mot une stratégie, mais le prix de cette habileté était exorbitant. Les princesses qui parvenaient à manipuler le système ne pouvaient presque jamais vivre des relations authentiques. L'amour véritable, l'amitié sincère ou la confiance totale devenaient des luxes impossibles. La suspicion imprégnait tout. Cette servante était-elle loyale ou espionne? Ce geste d'affection du mari était-il réel ou faisait-il partie de la mise en scène politique? Le cœur de ces femmes restait prisonnier d'une cage de méfiance perpétuelle. Le traumatisme était inévitable. Aujourd'hui, nous parlerions de troubles de stress complexes. À l'époque, on le qualifiait d'ingratitude, de rébellion ou de froideur. Celles qui devenaient silencieuses après une noce traumatique étaient taxées d'insoumission. Celles qui craignaient l'intimité étaient considérées comme des épouses défectueuses. Au lieu de compassion, elles recevaient punition et mépris. La douleur intérieure était interprétée comme une faute morale. Le cycle de violence se perpétuait de manière perverse. Les princesses plus âgées, qui avaient survécu à leur propre nuit de terreur, devenaient les instructrices des plus jeunes. Elles leur apprenaient à feindre, à saigner, à négocier avec la peur. Elles le faisaient convaincues de les protéger, mais en réalité, elles retransmettaient le même traumatisme qu'elles avaient subi. Ainsi, le harem se transformait en une école de douleur où les victimes devenaient des bourreaux inconscients, renforçant les chaînes de la tradition. Certaines tentèrent de résister. Il y eut des princesses qui refusèrent de se marier, qui tentèrent de retarder les cérémonies, voire de s'enfuir. Mais la punition était immédiate et brutale. La désobéissance pouvait coûter l'exil, des mariages encore plus humiliants, ou une mort silencieuse dans les recoins du palais. Celles qui parvenaient à s'échapper étaient poursuivies et ramenées pour être exhibées comme un exemple de ce qui arrivait à celles qui défiaient le système. L'humiliation publique servait d'avertissement à toutes les autres, et pourtant même celles qui semblaient trouver un certain bonheur n'étaient pas à l'abri. Une princesse qui parvenait à établir une relation stable avec son mari vivait sous l'ombre constante de l'instabilité politique.
Il suffisait d'un changement d'alliance, d'un conflit imprévu, d'une trahison à la cour pour que ce mariage s'effondre en quelques jours. Un mari trop indépendant pouvait être éliminé. Un lien trop solide pouvait devenir une menace. L'amour, lorsqu'il surgissait, était un luxe fragile qui pouvait être révoqué à tout moment. La documentation parvenue jusqu'à nos jours révèle un système d'abus psychologiques si systématique qu'aujourd'hui, il serait qualifié de torture. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'excès isolés, mais de procédures régulières, acceptées, institutionnalisées. L'Empire avait conçu un mécanisme parfait pour extraire le maximum de bénéfices politiques de ces femmes, tout en maintenant intacte la façade du privilège et du luxe. Les princesses, qui aux yeux du monde semblaient bien vivre, entourées de splendeur, étaient en réalité prisonnières d'un système qui consumait leur humanité. Elles apprirent à survivre, oui, mais au prix de mutiler leur propre essence. Elles étaient bien des femmes l'air puissantes en apparence, mais au fond, elles étaient brisées, blessées, intérieurement contraintes de jouer un rôle constant pour ne pas être dévorées par le système. L'image la plus douloureuse est celle de ces jeunes filles, se regardant les unes les autres, sachant qu'elles partageaient dans le même destin, mais incapables de briser le cycle. Elles savaient qu'elles étaient victimes, mais aussi gardiennes du même tourment qu'elles avaient hérité. Et dans cette contradiction, elles vivaient de prisonnières d'un théâtre macabre, où la souffrance se confondait avec le devoir et l'obéissance se déguisait en honneur. L'image que l'Empire ottoman projetait vers l'extérieur était celle d'une puissance majestueuse, soutenue par des richesses incalculables et des cérémonies somptueuses. Aux yeux des ambassadeurs et des chroniqueurs étrangers, les princesses vivaient dans un paradis de marbre et de soie, entourées de parfums, de musique et de luxe. Mais derrière cette façade resplendissante se cachait une réalité qui, vue aujourd'hui, peut être décrite comme un système de torture psychologique institutionnalisé. Les soi-disant cages dorées étaient exactement cela, des prisons recouvertes d'or. Les jeunes filles qui y vivaient étaient louées pour leur position, mais au fond, elles étaient prisonnières d'une machinerie conçue pour les contrôler jusqu'à leur dernier souffle. Le luxe fonctionnait comme un déguisement, un masque qui occultait la douleur et en même temps comme un instrument de manipulation. La splendeur leur rappelait constamment qu'elles étaient privilégiées, qu'elles devaient se sentir reconnaissantes, bien que chaque geste de générosité apparente dissimulait de nouvelles chaînes. Ce qui était le plus pervers, c'était la manière dont on leur faisait croire que leur souffrance était en réalité un honneur. On leur répétait que supporter la peur, la surveillance et le sacrifice de leur intimité équivalait à servir l'Empire, protéger leur famille, garantir la paix. L'abus se déguisait en devoir sacrer l'exploitation en privilège. Aujourd'hui, nous appellerions cela du gaslighting, convaincre la victime que sa douleur n'est pas réelle, ou si elle l'est, qu'elle doit être interprétée comme un privilège que peu ont. Les conséquences de ce système ne se sont pas arrêtées aux frontières de l'Empire ottoman. L'idée que la valeur d'une femme se mesurait à sa pureté sexuelle, que sa virginité était un document politique, s'est répandue bien au-delà d'Istanbul, influençant les coutumes matrimoniales dans différentes cultures, imprégnant les systèmes légaux et perpétuant des attitudes envers la sexualité féminine qui ont survécu pendant des siècles. Même dans les sociétés modernes, des échos de cet héritage persistaient. L'obsession de l'honneur, le contrôle des corps féminins, la méfiance envers l'autonomie des femmes. En examinant les récits du passé, on perçoit la contradiction la plus douloureuse. Les femmes qui semblaient là, les plus libres, étaient en réalité les plus contrôlées. Les princesses qui vivaient entourées de servantes de bijoux et de pouvoirs politiques étaient aussi les plus surveillées, celles qui pouvaient de le moins décider d'elles-mêmes. La liberté était une illusion soigneusement construite pour occulter la prison invisible. Les documents de la cour ottomane montrent que ces abus n'étaient pas des accidents ou des caprices de certains hommes, mais des pratiques standardisées,
Il n'y avait pas de place pour le hasard. Tout était orchestré depuis le moment de la consommation jusqu'à la manière de présenter les preuves des rapports des servantes aux évaluations des médecins. C'était un mécanisme institutionnel qui transformait chaque princesse en une pièce, un dossier, un objet de transaction. En comprenant cette vérité cachée, l'éclat des palais s'éteint. Les murs de marbre cessent comme de sembler des symboles de grandeur pour devenir des murs de confinement. Les draps brodés cessent comme d'être des ornements pour devenir des preuves judiciaires tachées de sang. Les banquets, qui évoquaient autrefois l'abondance, se transforment en théâtre de manipulation. Le prétendu privilège révèle un prix insupportable. L'héritage de ces femmes ne réside pas dans les bijoux qu'elles portaient ou les palais qu'elles habitaient, mais dans la mémoire de leur résistance silencieuse. Se souvenir d'elles, c'est reconnaître que ce que l'histoire a appelé honneur était en réalité de l'oppression, que ce que la cour décrivait comme prestige était de la douleur, que ce que l'Empire célébrait comme alliance était l'exploitation systématique de jeunes filles transformées en instruments politiques. Ainsi, en dévoilant la vérité derrière ce privilège impérial, nous comprenons que les princesses ottomanes étaient bien les prisonnières d'un système sophistiqué, un système qui faisait de la souffrance un devoir et de l'obéissance une forme de torture. Leur vie nous oblige à questionner non seulement l'histoire, mais aussi les récits qui encore aujourd'hui déguisent de l'oppression en privilège et la souffrance en luxe. L'histoire des princesses ottomanes nous force à regarder au-delà de l'éclat des palais et des légendes romantiques qui, pendant des siècles, ont entouré la vie des familles royales. Derrière les murs de marbre, les robes brodées et les bijoux resplendissants, se cachait un système implacable qui transformait l'intimité en contrat le corps en champ de bataille politique et la douleur en une routine soigneusement orchestrée. Ces jeunes filles le présentées comme des symboles de privilège étaient en réalité les prisonnières les plus surveillées de l'Empire. Chacune de leurs décisions, chaque mot, chaque silence avait des conséquences qui pouvaient altérer le destin de provinces entières. On attendait d'elles qu'elles soient obéissantes, astucieuses, fertiles, soumises et en même temps puissantes, qu'elles acceptent la surveillance, la peur et l'humiliation comme une partie naturelle de leur devoir, et ce qui était le plus dévastateur qu'elles croient, que tout cela était un honneur. Le contraste entre l'apparence et la réalité est ce qui rend leur histoire si percutante, car de l'extérieur tout semblait un conte de fées. Les chroniqueurs parlaient de banquets interminables, de dots inimaginables de princesses entourées de luxe dont le peuple commun ne pouvait rêver. Mais de l'intérieur, ces mêmes princesses tremblaient dans la solitude de leur chambre, sachant que leur vie pouvait s'effondrer en un instant si elles échouaient à l'épreuve de leur première nuit, si elles ne concevaient pas un fils, si elles ne parvenaient pas à équilibrer la fragile danse du pouvoir qui leur était imposé. En nous souvenant de leur voix étouffée, nous comprenons que l'oppression ne se présente pas toujours sous forme de chaînes de fer ou de cachots sombres. Parfois, elle se déguise en privilège, en honneur, en luxe, qui cachent un prix impossible à payer. Les princesses ottomanes vivaient dans des cages dorées, convaincues que leur souffrance était un devoir prisonnière d'un mécanisme qui les utilisait pour soutenir la grandeur d'un empire. Ce qu'il était le plus important de sauver aujourd'hui n'est pas seulement la cruauté de leur expérience, mais ce qu'elle nous enseigne sur le pouvoir et ses mécanismes. Le contrôle des corps féminins, l'obsession de la pureté sexuelle, la réduction de la femme à un instrument politique ne sont pas des pratiques enfouies dans l'histoire ancienne. Ce sont des idées qui, transformées et déguisées, continuent d'échoir dans de nombreuses sociétés actuelles. La leçon qu'elles nous laissent en est claire: chaque fois que la valeur d'une femme est mesurée par sa virginité, chaque fois qu'elle est jugée pour son obéissance ou sa capacité à plaire, nous répétons les échos de ce même système.
C'est pourquoi en concluant ce voyage à travers la vie des princesses ottomanes, nous devons considérer leurs histoires non comme des contes lointains, mais comme des avertissements. Des avertissements sur ce qui se passe lorsque le pouvoir se déguise en amour, lorsque l'obéissance est imposée comme une vertu, lorsque la douleur est revêtue d'honneur. Elles n'étaient ni des héroïnes, ni des victimes au sens simpliste. Elles étaient des êtres humains qui ont fait ce qu'elles pouvaient pour survivre dans des circonstances impossibles, qui ont appris à négocier avec la peur, à manipuler lorsque c'était nécessaire, à résister en silence. Aujourd'hui, en nous souvenant d'elles, nous leur rendons quelque chose qui leur a été volé, leur humanité. Car au-delà d'être des princesses, elles étaient des fillettes, des adolescentes, et des femmes avec des rêves, des peurs et des désirs. Et bien que l'histoire officielle les ait réduites à des contrats politiques, leurs expériences nous rappellent que la véritable grandeur ne réside pas dans l'or ou le pouvoir, mais dans la capacité à reconnaître et à résister à l'injustice. Alors la prochaine fois que nous entendrons parler de contes de princesses de romances royales ou de vie de luxe, souvenons-nous de ce qui se cachait derrière ces murs de l'Empire ottoman. Souvenons-nous que derrière chaque histoire de privilège, il peut y avoir une prison déguisée en palais. Et surtout, souvenons-nous de ces jeunes filles qui méritaient l'amour plutôt que la peur, la liberté plutôt que les chaînes, l'humanité plutôt que le silence.